mesdames, messieurs, bonsoir d'abord. Et puis, vous avez vu ce n'est pas seulement dans mon propre cours, mais une enquête est menée générale sur les publics du Collège de France. Donc un formulaire vous a été distribué lorsque vous êtes arrivés. Je vous invite à le remplir, à le répondre soigneusement, sans oublier malgré tout de suivre ce que je suis en train de dire, quand même. Il ne faudrait pas que cela distrait l'attention. Et puis n'oubliez pas surtout de rendre le formulaire à la sortie, lorsque vous sortirez de cet amphithéâtre. C'est vraiment important pour mieux vous connaître. Deuxième point, un petit peu préliminaire, certains, ou peut-être plutôt certaines parmi vous, se sont inquiétés que je n'eusse pas parlé de l'Arcadie la semaine dernière, alors que j'avais annoncé ce thème et j'avais même une affiche, un beau tableau de Nicolas Poussin, bien connu, et j'avais annoncé ce titre sur l'affiche pour la semaine dernière. Et donc, je n'ai pas parlé de l'Arcadie, et je reconnais, c'est très grave. Et aujourd'hui, je dois vous l'annoncer, j'aggrave mon cas. J'avais annoncé la citrouille de Cendrillon, et nous voici avec le goût des livres. Alors, avant que vous n'alliez vous plaindre à la direction, sachez simplement, et les habitués ici le savent déjà, je pense, sachez simplement que c'est mon habitude. J'annonce un plan plusieurs mois à l'avance, ce qui m'aide à construire mon propre cours, ma propre réflexion, à l'organiser. Mais au moment de passer à l'action, c'est-à-dire de rédiger concrètement ce cours et de voir plus dans le détail comment les choses se passent, eh bien, au bout du compte, l'organisation se présente un peu différemment, les objets se présentent différemment, des avenues de traverse s'ouvrent de manière inattendue, des raccourcis peut-être, des raccourcis que j'emprunte allègrement, imprudemment peut-être, et je vais, dans ce cours, bien volontiers, à sauce et à gambade, comme disait Montaigne. Alors bien sûr, nous savons, depuis le petit chaperon rouge, que je cite ici à dessein, puisque, à défaut de cette Cendrillon que je vous promettais. Donc nous savons, depuis le petit chaperon rouge, que le chemin le plus court se révèle parfois le plus long, mais aussi qu'inversement, le prétendu détour est une manière d'aller plus droit au but. Le loup en sait quelque chose. Alors, suis-je loup? Suis-je chaperon rouge? Irai-je au chemin le plus court ou au chemin le plus long? Avez-vous, lapsus pas très révélateur, j'espère, avez-vous vu mes grandes oreilles et mes grandes dents? L'avenir le dira. Un peu de suspens sied à l'affaire. Mais sachez que je n'ai pas oublié ma destination ni mon trajet et que j'ai bien prévu, très prochainement, de traiter devant vous et la question de l'Arcadie et celle de la citrouille de Cendrillon. Je vous demande juste un peu de patience. Quant à l'Arcadie, nous n'en sommes pas très loin. Et vous allez voir cela très vite. Comment lire? Comment lire, en effet, c'est le titre du cours, le titre général. Et on pourrait l'entendre à bien des égards comme un comment peut-on lire? Comment peut-on être persan, comme dans les lettres persanes de Montesquieu? Est-il encore possible, dans notre monde, de lire? Eh bien, je vous propose aujourd'hui de partir de là, de partir de ces situations concrètes, réelles, existantes dans le monde d'aujourd'hui, de ces situations de lecture. Partons de là, de cette question du goût des livres, de cette question du goût même de la lecture. Et donc d'abord en partant de ces pratiques concrètes de lecture. Comment lit-on concrètement? Et d'abord,
enlevons le comment lit-on concrètement, enlevons le comment, enlevons le concrètement, lit-on, lit-on, tout simplement. Régulièrement, le Centre national du livre fait des enquêtes sur l'état de la lecture en France. Et les dernières statistiques qui ont été fournies me semblent en fait relativement inquiétantes, en particulier en ce qui concerne la jeunesse. Il s'agit du rapport sur les Français et la lecture qui est paru, donc publié par le CNL, le Centre national du livre, en 2023. Eh bien, on voit que chez les jeunes, donc, c'est le petit graphique en rose, c'est la ligne rose, chez les jeunes de 15 à 24 ans, eh bien, entre 2019 et 2023, le nombre de jeunes de 15 à 24 ans qui se définissent spontanément lecteurs est passé de 92 à 80. Alors, entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2021, comme le dit très courtoisement le graphique, mais 2020, 2021, ce sont les périodes de confinement. Donc on peut le CNL laisse à entendre que le confinement a joué un rôle très important dans la baisse du niveau de lecture. Et ça vaut beaucoup pour les jeunes de 15 à 24 ans, beaucoup moins pour les jeunes de 25 à 34 ans, chez qui, apparemment, le niveau de lecture serait remonté. Alors, je ne rentre pas dans le détail des livres lus, parce que les principaux livres lus par ces jeunes de 15 à 34 ans, ce sont des livres pratiques, de la bande dessinée et des mangas. Alors, vous savez combien j'ai une haute estime de la bande dessinée ici et combien au Collège de France nous aimons la bande dessinée, mais en tout cas, le fait est qu'il ne s'agit pas des livres de littérature, de textes écrits. Hein. Donc ce sont des livres avec des images qui ont leurs propres caractéristiques et leur propre mérite. Mais il faut le savoir. Et donc, en tout cas, c'est de ce type de lecture qu'il s'agit ici. Donc, le CNL a l'air assez content, malgré tout, de ce retour à la lecture des 25-34 ans, mais j'ai eu la curiosité de mettre cette enquête du Centre national du livre, toute récente, avec d'autres enquêtes plus lointaines, beaucoup plus lointaines. Par exemple, une enquête faite dans les années 1960 à 1980. Il y a un sondage qui avait été fait en 1982 pour Télérama, fait par l'IFOP, donc une institution sérieuse. Ici, c'est Ipsos, qui est aussi très, très sérieux. 473 garçons et filles de 12 à 17 ans avaient été interrogés en 1982, et sur ces garçons et filles de 12 à 17 ans, 42% disaient que la lecture les ennuyait. 42% disent que la lecture les ennuie. Alors, c'est 49% pour les garçons et 34% pour les filles. Cette dissymétrie entre les filles et les garçons, on le retrouve un peu partout. Et moi, ça m'interroge, hein, ce jugement porté sur la lecture, quand je vois que cette enquête du CNL parle de 80% de lecteurs, de jeunes qui se définissent spontanément lecteurs, chez les jeunes de 15 à 24 ans. Alors, ils n'ont pas l'âge de 12 à 17 ans de l'enquête de 1982, mais tout de même, il y a là une différence qui m'interroge. Je reviens toujours à cette enquête de l'IFOP pour Télérama en 1982. Donc, 42% des jeunes disent que la lecture les ennuie, 21% préfèrent la télévision, 26% préfèrent d'autres loisirs, mais 31% ont toujours un livre en cours de lecture. Donc il y a toujours un livre ouvert sur la table quelque part qu'ils sont en train de lire, et 42% lisent un livre de temps en temps. Donc l'investissement subjectif des jeunes à ce moment-là dans la lecture est un peu en rapport, mais pas totalement, avec leur pratique même de lecture. On peut lire tout en pensant que la lecture, en fait, ennuie. Hein. Donc les deux se passent. Alors l'enquête de Télérama, en 1982, s'intitulait « Lire, tu rigoles ». Hein. Lire, tu rigoles. Donc c'était une enquête dont les journalistes de Télérama avaient une vision très, très pessimiste de la lecture en 1982. Moi, ce qui m'étonne, c'est que l'enquête de CNL de l'année dernière soit plus optimiste. Comme si, en 2023, on lisait plus
qu'en 1982. Alors, qui a raison? Est-ce Ipsos? Est-ce que l'IFOP, etc. Bon, les enquêtes ne sont pas absolument comparables, ce ne sont pas les mêmes âges, ce ne sont pas les mêmes méthodes d'enquête. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans l'enquête de Télérama, on demandait les préférences. On demandait les préférences. Qu'est-ce que vous préférez, lire ou bien autre chose? Alors que le Centre national du livre, en 2023, se contente de faire la liste des pratiques et d'en faire une énumération, une description précise, sans parler de l'investissement subjectif dans ces pratiques, sans parler de la valeur accordée à ces pratiques elles-mêmes. Et c'est sans doute là que le bas blesse. Les jeunes lisent, sans doute, mais la lecture n'est plus leur centre d'intérêt principal, comme ce fut le cas jadis. Donc, on pratique la lecture, mais sans lui accorder autant de plaisir, d'importance qu'à peut-être d'autres époques. Alors, on voit bien que ce qui abaisse le temps et la pratique même de la lecture, c'est la concurrence d'autres pratiques de loisirs, parmi lesquelles, évidemment, en tout premier lieu, non pas le sport ou le football ou quoi que ce soit, ou la danse, c'est la concurrence des écrans. La concurrence des écrans, et là, on a dans l'enquête du CNL effectivement des chiffres qui sont très significatifs. En moyenne, on passe, alors ce n'est pas seulement les jeunes, c'est les Français et les Françaises en général, ils passent en moyenne devant un écran 3h14 par jour, soit 22h38 par semaine, et le temps moyen passé à lire des livres, dont livres numériques, bon, pas de problème là-dessus, c'est 41 minutes par jour, ce qui me paraît beaucoup, je dois vous dire. Enfin, on va y revenir. Soit 4h47 par semaine. Donc il y a une très grosse différence entre le temps passé à lire des livres et le temps à passer devant les écrans. C'est une donnée objective, semble-t-il, ici qui nous est présentée. Est-elle fiable, cette donnée? D'autres statistiques sont beaucoup plus pessimistes. Enfin, je dis pessimiste parce que je me situe du point de vue de l'apôtre de la lecture et de la littérature. Hein. Donc c'est de mon point de vue et du point de vue de beaucoup d'entre vous, j'imagine, qui voulaient défendre la lecture. Voici d'autres statistiques, alors cette fois-ci non plus seulement françaises, mais européennes, qui viennent d'Eurostat, donc l'organisme officiel de l'Union européenne pour les statistiques. Ce sont des statistiques européennes qui ont été réalisées entre 2008 et 2015. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces statistiques? C'est que, alors il s'agit toujours du temps passé à lire des livres, et on voit que en Estonie, en Finlande, en Pologne, on lit 12 minutes par jour. C'est pour la population générale, 12 minutes par jour, c'est-à-dire 1h24 par semaine. On est assez loin des temps proposés par l'enquête du CNL. Alors je me suis dit, Estonie, Finlande, Pologne, on lit beaucoup dans ces pays-là. Est-ce que c'est lié à la température et aux longues soirées d'hiver? On passe tantôt une partie dans le sauna, une autre à lire des livres. Mais regardez, en Grèce quand même, en Grèce, où il fait quand même plus chaud qu'en Finlande, on est tout de même à 9 minutes par jour. Donc ce n'est pas totalement lié à la température ou au climat. En revanche, en Italie, c'est seulement 5 minutes par jour, en Espagne, 6 minutes, et en France, qui arrive bonne dernière, en France, on serait à 2 minutes par jour, soit 14 minutes de lecture par semaine dans la population générale. Et ça, c'est pour une enquête d'avant 2015, entre 2008 et 2015. 12 minutes, donc, 14 minutes par semaine de lecture, contre les 41 minutes dont parle le CNL. Là, il y a un énorme problème qu'il va falloir à un moment régler. Il y a un écart qui me paraît un peu difficile à comprendre. Alors, ça, il s'agit de la population générale. Si on se concentre sur la population des lecteurs, ceux qui lisent, à ce moment-là, évidemment, le temps de lecture augmente, et surtout, si on se concentre sur le temps passé par les lectrices, puisque les lectrices sont toujours plus nombreuses que les lecteurs. Donc le temps moyen de lecture augmente chez les lecteurs amateurs,
Et on passe non pas de 14 minutes en France, mais on passe à 1 heure par jour en France, qui est toujours la bonne dernière, contre 1h37 pour la Hongrie, qui arrive première dans ces statistiques. Et donc on se rapproche là des résultats de l'enquête faite par le CNL. Alors, qui croire? Moi, je me pose des questions, je ne suis pas François Héran, spécialiste des statistiques et de démographie, mais j'ai fait ma petite réflexion. Qui croire? Les statistiques d'Eurostat ou bien celles du Centre national du livre, qui me paraissent tout de même exagérément optimistes, avec ces 48 minutes par jour pour la population générale. Passer à lire des livres. Il m'arrive d'aller chez des gens et je vois parfois, je ne vois rien, je ne vois aucun livre chez les gens. Je me demande comment ces gens-là peuvent-ils lire s'ils n'ont pas de livre chez eux. Et il s'agit de lire des livres, c'est bien dit dans la question, lire des livres autres que, toujours de vrais livres, ou des livres numériques, mais sans prendre en compte le temps passé à lire des livres pour votre travail ou pour les études. Donc hors travail, hors études, ce qui fait que pour les professionnels de la littérature, comme Pierre Assouline ou moi, le temps de lecture ne compte pas. Mais ça c'est pas très, très important. Donc quand même, dans ces statistiques, on arrive à quand même que 43% des Français, ici, liraient plus de 180 minutes, plus de 3 heures par semaine. Et 66% plus de 2 heures. J'additionne 43 et 23 ici. 66% des Français liraient plus de 2 heures par semaine. Si c'est exact, ben j'en suis ravi. Enfin, je vous laisse juge. Ce sont des statistiques, effectivement, de point de vue assez rassurantes pour l'action du CNL et pour la tutelle du ministère de la Culture. Et par ailleurs, il faut reconnaître, et c'est l'un des problèmes aussi de l'enquête Eurostat, parce qu'elle n'est pas sans problème, on n'a pas beaucoup de détails, qu'il est très difficile de faire des enquêtes internationales fiables, avec des organismes d'enquête qui sont différents selon les pays, j'imagine. C'est très difficile d'élaborer des questions qui aient la même signification partout, dans toutes les langues, dans toutes les cultures, avec des échantillons d'enquête comparables, etc. Donc, bon, les données Eurostat sont aussi éventuellement sujettes à caution, donc ici je ne veux pas prendre parti. Mais quand même, revenons aux comparaisons internationales. Elles ne sont pas encore très flatteuses pour la France. On l'a vu, le CNL, par rapport à l'enquête de Télérama en 1982, par exemple, ne pose pas la question de la préférence. La préférence, qui est pourtant une question cruciale. Le CNL se concentre sur les pratiques sans jugement de valeur, sans interroger l'investissement subjectif des personnes interrogées. Comme si cette question de la préférence et de l'échelle des valeurs dans lesquelles vivent les gens n'était pas importante. Et c'est peut-être pourtant là la question qui fâche. Car si l'on pose la question directement, quelle est votre activité principale, sous-entendu de loisir. Quelle est votre activité de loisir principale? À ce moment-là, et je reviens à ces statistiques Eurostat, qui peut-être ne sont pas si fiables que cela, mais bon, elles sont là en tout cas, à ce moment-là, on voit que 18% des Norvégiens ici disent que c'est la lecture, 16% des Finlandais, des Polonais, des Estoniens, les Grecs ne sont pas loin derrière, les Luxembourgeois non plus. 10% des Allemands et des Britanniques disent que c'est la lecture qui est leur activité principale de loisir. 8% des Espagnols, des Italiens et des Belges. Et les Français, encore une fois, arrivent bon dernier avec 2% de gens interrogés, de personnes interrogées, qui disent que la lecture serait leur activité de loisir principale. Bon, ce sont toujours ces mêmes données Eurostat qui interrogent entre 2008 et 2015 dans 15 pays de l'Union européenne, plus la Norvège, plus la Turquie, plus la Serbie. Je ne sais pas pourquoi la Suisse a été laissée de côté dans cette histoire. Quittons l'Europe, provisoirement bien sûr. Au Japon, il y a eu une enquête, alors ça concerne là cette fois-ci la jeunesse et l'enfance,
une enquête en 2022 d'un grand institut qui s'intéresse à l'éducation, le BNSC Educational Research and Development Institute, une enquête auprès de 20 000 familles. Donc ça, c'est une énorme enquête faite au Japon. Dans cette enquête, on voit que 49% des enfants disent ne jamais lire de livres. 49%. Jamais. Jamais, au grand jamais. C'est-à-dire qu'ils lisent 0 minute par jour. Et pour les lycéens, ça c'est les enfants, donc à l'école primaire, élémentaire, pour les lycéens, le chiffre s'élève à 66%. C'est absolument énorme. Là, pour le coup, les lycéens, la jeunesse française serait beaucoup plus lectrice. L'enquête précise qu'entre 1989 et 2019, donc en 30 ans, le nombre de livres lus par les élèves japonais de l'école élémentaire a été divisé par 3. Il est passé de 10 par mois à 3 par mois. Mais ce qui est intéressant, c'est que même le temps de télévision a baissé aussi, de plus de 2 heures par jour à 1h15. Et donc le coupable, si je puis dire, de cette histoire est trouvé. C'est le temps passé sur les écrans, les smartphones, les tablettes, etc., qui a pris toute la place avec, vous le voyez, les jeux et les jeux vidéo et les vidéos qui occupent l'essentiel du temps de ces élèves de l'école élémentaire japonaise. Autre élément important de cette enquête japonaise, c'est qu'on voit que le nombre de livres disponibles dans la bibliothèque familiale joue un rôle important dans les pratiques de lecture des enfants, ce qui est assez naturel, bien sûr. Par exemple, dans les foyers japonais où il y a moins de 30 livres, donc peu de livres, 47% des enfants ne lisent jamais. En revanche, lorsqu'il y a plus de 100 livres dans un foyer, à ce moment-là, le nombre d'enfants qui ne lisent jamais baisse. On passe de 47% à 29%. Et donc, on voit bien que le nombre de livres de la bibliothèque familiale est un corollaire des pratiques familiales de lecture. Quand l'enfant a devant lui des adultes, des parents qui lisent, lui-même, elle-même, est plus porté à lire. C'est le rôle du modèle, c'est tout à fait logique et normal. Alors, ça nous amène à poser l'une des dernières questions dans ces données statistiques que j'égrène devant vous. La question, au bout du compte, que posent ces statistiques et à laquelle peut-être elles essaient par là, on le voit dans cette enquête japonaise, de donner une réponse, c'est la question, c'est pourquoi lit-on ? Pourquoi lit-on quand on est adulte ? Alors je reviens à la France, mais la réponse donnée par l'enquête du CNL, et pour le coup je la crois tout à fait viable et acceptable, on lit parce qu'on a lu. On lit parce qu'on a lu et surtout on lit parce qu'on a lu dans l'enfance. Moi, ici, le chiffre qui m'intéresse le plus, c'est celui-ci. Le CNL distingue entre différentes catégories de lecteurs, les non-lecteurs, les petits lecteurs, les moyens lecteurs et les grands lecteurs, en fonction du nombre de livres lus dans l'année. Les grands lecteurs sont ceux qui lisent 20 livres et plus. Et on voit que parmi ces grands lecteurs, 71%, donc 41 plus 30 ici, disent qu'ils étaient déjà que la lecture occupait une place importante dans leur famille lorsqu'ils étaient enfants. En revanche, lorsque vous regardez les non-lecteurs adultes, ici, vous voyez que 42% seulement disent que la lecture occupait une place importante dans leur famille lorsqu'ils étaient enfants. Donc on voit que la place de la lecture dans la famille, les modèles familiaux, le nombre de livres dans la bibliothèque jouent évidemment un rôle dans les lectures adultes. Alors on pourrait dire, voilà, il ne s'agit que d'une habitude, que d'un entraînement. On prend un pli à lire et donc on continue à lire une fois qu'on est devenu adulte. Et c'est vrai, personnellement, je crois beaucoup aux effets de routine, à leur valeur.
Et quand on regarde, c'est une parenthèse ici que j'ouvre, mais comment on lit concrètement, dans quelle position, dans quelle situation, c'est une question que j'avais posée, vous vous rappelez peut-être, à Pierre Assouline la semaine dernière. Je reviens à l'enquête encore du CNL, 68% des lecteurs, ici, disent qu'ils ont un moment privilégié de lecture. Et évidemment, ce moment, c'est le coucher. Le soir, avant de vous coucher, 45% des lecteurs disent que c'est le moment où ils ou elles vont lire. Alors, vous savez, c'est le moment privilégié de beaucoup de lecteurs, de lectrices. Ce n'est pas le moment privilégié de Pierre Assouline, il nous l'a dit la dernière fois. Et puis, il y a d'autres moments qui sont évoqués dans cette enquête. Alors, ne me demandez pas ce que signifie la taille des points. Je n'ai pas très bien compris pourquoi le 5 était ici plus petit que le 3. Ne me demandez pas aussi pourquoi la position des points. Enfin, c'est un peu bizarre cette infographie. Mais enfin, les chiffres, j'imagine, sont bons. En tout cas, on peut les confirmer par la comparaison. C'est mon côté indécrotablement comparatiste. On peut les confirmer par la comparaison avec d'autres pays. J'en prends juste un exemple, c'est le Royaume-Uni, des statistiques de 2020, où l'on voit que les Britanniques, eh bien, là, eux aussi, lisent de manière préférentielle. Ils lisent quand ils vont se coucher. Et même, là, c'est un peu plus différentiel entre les hommes et les femmes. Les femmes aiment plus lire, les lectrices aiment plus lire au lit, et un peu moins les hommes. Et en revanche, il y a ce temps, alors c'est intéressant, on lit apparemment beaucoup plus au Royaume-Uni dans le moment de transfert entre le travail, enfin le domicile et le travail, alors qu'on est au niveau de 11-12% de lecteurs qui lisent à ce moment-là, alors qu'en France, on serait uniquement à 3% de gens qui aiment lire lors des temps de transport. Ça aussi, ça interroge, et pourtant le temps quotidien de transport est un temps très, très important, me semble-t-il, pour la lecture. Donc, les questions d'habitude sont importantes pour engager une personne à la lecture. Mais l'habitude, on le voit, ne suffit pas, en vérité. Il faut un moteur particulier. Et ce moteur particulier, c'est le désir de retrouver un plaisir donné par la lecture. Et c'est ça le véritable moteur qui pousse les lecteurs adultes à revenir sans cesse à la lecture. Chaque lecture, à bien des égards, est une madeleine, au sens proustien du terme. On reprend un livre, on le tient dans ses mains, on reprend sa position fétiche, au coucher, sur son canapé, dans un fauteuil, que sais-je. On lit, en fait, souvent, parce qu'on se souvient d'avoir lu. Et parce qu'on se souvient d'avoir lu dans l'enfance. C'est ça qui me paraît important, et c'est ça qui ressort de ces statistiques, de ces enquêtes qui ont été faites par le CNL et au Japon ou ailleurs. Tout grand lecteur a peut-être un souvenir irradiant qui irradie à travers l'existence et qui suffit à entretenir le mécanisme de la lecture. D'où l'importance de la lecture dans l'enfance et l'adolescence. Si l'enfant, l'adolescent ont connu d'intenses moments de plaisir liés à la lecture, eh bien, on peut parier qu'ils y reviendront une fois passés à l'âge adulte. Ils seront immanquablement aimantés par ces souvenirs de bonheur paisible, fructueux, que la lecture, seule ou presque, est capable de provoquer. Et la lecture des enfants et des adolescents est donc un enjeu absolument majeur des politiques du livre et de la lecture. Alors, puis-je me permettre un souvenir personnel. Au début de l'année 1982, j'y songe, c'est la même année que l'enquête de Télérama, que j'ai citée tout à l'heure. Au début de 1982, sortait la traduction française du roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose, qui était paru 2 années plus tôt en Italie. J'avais
15 ans, début 82. Je trouvais ce livre sur les tables de ma librairie préférée. Je l'ai acheté. Et puis je me souviens de ces après-midi entières passées à lire le roman d'Umberto Eco, allongé sur le canapé, en écoutant en boucle un disque en particulier, c'est le disque du Padre Soler, Antonio Soler, un grand musicien espagnol du XVIIIe siècle, avec son fandango, son fameux fandango. Je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre, joué au clavecin, un clavecin du reste très, très rugueux, par le claveciniste colombien Rafael Puyana. Et donc, voilà, je lisais ce livre avec cette musique en musique de fond, et le caractère obstiné de ce fandango, de cette musique, je vous invite à l'écouter, rentrer chez vous, c'est indissolublement lié pour moi à la dramaturgie du roman d'Umberto Eco, à son enchaînement implacable des crimes et des aventures. Aussi implacable que la mélodie en basse continue, en continuo, qu'on a en permanence dans ce fandango du Padre Soler. Et donc j'ai lié les deux souvenirs, le souvenir de la musique avec le souvenir d'Umberto Eco. Et c'est comme ça, moi, que j'ai perçu, au bout du compte, ce roman. C'est ce double enchaînement implacable de la musique et de l'intrigue. Et donc ce que je ressens, ou ce que j'ai ressenti à l'époque, et que je ressens encore lorsque je vous en parle, c'est un souvenir physique. Une position dans l'espace, la lumière qui tombe dans la pièce d'une certaine manière, une certaine chaleur de ces après-midi ensoleillés. C'est un souvenir total, en fait, qui engage l'ensemble du corps, l'ensemble du l'être. Et encore aujourd'hui, c'est un côté un peu pavlovien, mais je ne peux pas entendre le fandango de Padre Soler sans que revienne immédiatement à ma mémoire le roman d'Umberto Eco, ainsi que le souvenir de ce moment délicieux. Eh bien, ces moments hors du temps, pendant, je ne sais plus, les vacances de printemps ou d'été, ils suffisent pour moi, quand j'y pense, à me faire revenir à la lecture, si jamais l'envie disparaissait pour moi. Et s'il y a pour moi une définition du paradis, et je pense que c'est valable pour beaucoup d'autres lectrices, lecteurs, c'est bien cela. C'est une après-midi ensoleillée, passée à lire dans un fauteuil ou sur un canapé, dans un salon ou dans un jardin, ou sur une plage éventuellement, temps suspendu, abstrait de la réalité, quand tout s'arrête, hors la lecture même qui vous enchaîne. Vous êtes saisi dans un autre monde, le monde du texte, le monde du livre. L'une des particularités de la lecture par rapport à d'autres loisirs de type artistique, c'est que la lecture se produit dans une interpénétration avec la réalité ambiante, avec l'environnement. Et c'est pourquoi j'insistais sur cette musique que j'écoutais en lisant Le nom de la rose. Lorsque vous lisez, en vérité, l'environnement s'incorpore au texte même que vous lisez. Car, à la différence du visionnage d'un film sur un écran, quelque part, la lecture est une action. Vous êtes actif. C'est presque un travail. Vous restez actif, vous restez concentré, vous devez l'être. D'où, du reste, la satisfaction intellectuelle que l'on ressent après une lecture. On a été actif. On ne s'est pas totalement abandonné. On a agi. On est actif quand on lit, comme lorsqu'on joue à un jeu. Alors que la salle obscure des cinémas veut créer une illusion complète, la fameuse illusion de la caverne de Platon. Il y a des ombres sur un écran et ces ombres représentent la seule réalité perçue. Donc c'est un monde qui en remplace un autre. Voilà. Il y a un monde qui vous est proposé dans lequel vous devez vous abstraire. Ça, alors que dans le cinéma, c'est comme cela que les choses se passent. On vous coupe du monde. Avec la lecture, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Avec la lecture, on est dans du comme si. Comme si. Le monde se dédouble. Vous êtes dans la réalité et en même temps, vous êtes aussi dans le monde créé par
le texte. Vous êtes dans le comme si du jeu. Vous êtes en train de jouer, d'être dans deux mondes à la fois. Et donc, avec la lecture, votre perception s'accroît, votre sensation d'être augmente. Le livre, j'entends le livre d'imagination, de fiction, le livre donne un plaisir qui lui est propre, qui est lié à la fiction, donc, qui est lié à l'esthétique, mais ce moment de suspension dans une réalité invisible, ce moment d'existence dans une double réalité, eh bien ce moment-là est lui-même source de plaisir, parce qu'on y sent une augmentation de l'être. C'est source de plaisir et c'est presque source, j'allais dire, d'addiction. C'est une augmentation des perceptions par la création d'un sixième sens, un sens lié à la lecture, un sixième sens parce qu'il n'abolit pas les autres sens qui vous raccrochent au monde réel. Vous continuez à entendre, vous continuez à voir, à toucher, à sentir. Mais il y a un autre monde qui se révèle à vous. Et cette expérience-là, elle est sans équivalent. Et il faut l'avoir connue pour revenir sans cesse à la lecture. Et c'est en général enfant, je pense, que l'on ressent le plus ce type d'expérience. Alors, cette expérience est similaire, évidemment, à certaines folies. L'idée de vivre dans une réalité double. Et c'est évidemment, je l'avais un petit peu annoncé avec l'image de titre de cette leçon, c'est évidemment l'expérience de Don Quichotte. Parce que voir des géants dans des moulins à vent, pour reprendre l'une des scènes emblématiques du roman de Cervantes, voir des géants à la place de moulins à vent, c'est une application, sans doute excessive et déraisonnable, des principes mêmes de la lecture, en vérité. Mais c'est une application tout de même. C'est lire derrière ces moulins à vent des géants. Car Don Quichotte, on l'oublie parfois, est conscient, comme le lecteur, comme tout lecteur. Don Quichotte est conscient de la réalité autour de lui. Il reconnaît que les géants ont une apparence de moulins. Il voit bien que ce sont des moulins. Mais il dit, mais dans le monde où je suis, ce sont des géants. Et donc c'est pour ça qu'il les attaque. Ce n'est pas une hallucination qu'il a. Il voit un deuxième monde, concurremment au premier. Ou bien c'est ce qu'on voit dans la scène du fameux Aume de Membrun, d'un grand héros des chansons de geste, que Don Quichotte semble retrouver dans un simple plat à barbe d'un barbier. Donc le fameux Aume de Membrun ressemble extérieurement à un plat à barbe, et Don Quichotte reconnaît précisément que cette apparence de plat à barbe ou de moulin à vent, elle est là, mais cela n'empêche pas l'Hidalgo de superposer à la réalité commune une autre réalité invisible ou cachée, une réalité qui vient des romans de chevalerie qu'il a lus, comme il l'explique à Sancho ici. C'est dans la scène précisément du Aume de Membrun. Il y a sans cesse autour de nous une troupe d'enchanteurs qui changent et transforment les choses à leur guise, selon qu'ils souhaitent nous aider ou nous nuire. Mais voilà pourquoi ce que tu crois être un plat à barbe me semble, à moi, être le Aume de Membrun. Et un troisième y verrait encore autre chose. L'enchanteur qui me protège s'est montré d'une grande prévoyance, en faisant en sorte que l'on prenne pour un plat à barbe ce qui est bien réellement le Aume de Membrun. Comme c'est un objet d'une valeur inestimable, tout le monde me poursuivrait pour me l'enlever. Mais les gens n'y voyant qu'un vulgaire bassin, qu'une vulgaire bassine, personne ne s'en soucie. Et donc on voit bien ici, bon, le passage est assez hilarant, il faut bien le dire, puisque Don Quichotte explique dans le détail le type de réalité qu'il voit, et il est bien conscient que qu'il a affaire en fait à un plat à barbe, ce qui apparaît un plat à barbe à tout le monde. Mais lui, il voit autre chose. Il voit autre chose parce que
lui-même, Don Quichotte, a un sixième sens qui lui permet de voir un deuxième monde, comme tout lecteur de livres d'imagination. Mais le problème de Don Quichotte, c'est que, à la différence du lecteur normal de livres, le problème de Don Quichotte, c'est qu'il superpose le deuxième monde au premier, au lieu de les laisser séparés. C'est son problème, mais c'est son unique problème. Pour le reste, c'est un lecteur relativement normal. Il ne fait qu'appliquer un mécanisme le mécanisme que tout lecteur connaît en lisant. Cette réalité double où vit Don Quichotte est la simple exagération d'une expérience de la lecture que chacun d'entre nous peut faire quand il ou elle lit. Don Quichotte transpose dans la réalité commune ce qui devrait strictement rester dans son cabinet de lecture. C'est ça le problème, c'est qu'il va sur le terrain tout en faisant comme s'il était en train de lire. Et donc cette transposition-là, cette superposition de deux réalités, c'est la folie propre de Don Quichotte. Et c'est cette réalité double qu'illustre, avec une magnificence incroyable et aussi beaucoup d'humour, Gustave Doré, dans l'une de ses célèbres illustrations du Don Quichotte, où vous voyez donc Don Quichotte en train de lire. Il a un livre à la main, dans son cabinet de lecture. Mais en fait, nous ne sommes pas vraiment dans le cabinet de lecture. Ici, nous sommes dans le cerveau de Don Quichotte. Nous sommes dans son cerveau, nous sommes dans le cerveau de l'Hidalgo, parce que Gustave Doré représente toutes les images qui apparaissent à Don Quichotte alors qu'il est en train de lire. Et c'est un cerveau qui est double, comme nos cerveaux à nous, qui contiennent deux hémisphères. Vous avez d'un côté Don Quichotte qui brandit son épée de la main droite, tout en lisant de la main gauche. Et donc ce sont ces deux hémisphères qui sont représentés à l'intérieur, ces deux mondes qui sont représentés à l'intérieur d'une même image, parce que nous sommes à l'intérieur du cerveau. Et donc vous voyez toutes ces images qui apparaissent à Don Quichotte, cette tête de géant, cette demoiselle qui implore Don Quichotte parce qu'elle est martyrisée par un brigand, un méchant. Vous avez évidemment quantité de monstres qui apparaissent. On est dans une sorte... Bon, l'inspiration aussi pour Gustave Doré, c'est sans doute les tentations de Saint-Antoine. Hein. Il a ça en tête lorsqu'il représente Don Quichotte. Mais on a l'univers, ce deuxième monde qui apparaît à travers la lecture. Et l'humour et la fantaisie personnelle de Gustave Doré, parce que tout ça c'est du Don Quichotte, mais il y a des choses qui sont propres à Doré, et dans les détails, ici j'agrandis cette partie-ci. Nous sommes au pied de Don Quichotte, et l'on voit, ici c'est assez amusant, deux chevaliers juchés sur deux rats qui sont en train de se battre en duel. Ça, c'est un humour absolument propre à Gustave Doré, et qui a un côté, avec ses rats, ses souris, un côté souris, un clin d'œil à Plantu, hein, comme le fait Plantu dans ses dessins. Mais autre détail assez comique, imaginé par Gustave Doré, qui n'est pas sans doute là dans l'esprit de Don Quichotte, c'est ce chevalier en armure, monté sur un livre, comme sur un cheval, ou bien qui s'extrait de ce livre ou de ce cheval, difficilement, puisque la tête de géant est là et l'encombre, ou bien encore, si vous me permettez, c'est une autre interprétation possible, un chevalier qui fait l'amour à son livre. Hein, il fait l'amour au livre. Alors c'est peut-être moi qui ai l'esprit mal tourné, c'est peut-être mon interprétation qui est dévoyée, mais vraiment, si vous regardez d'un certain angle, on a l'impression que ce chevalier fait l'amour à un livre. Bon. Alors j'ai intitulé ce cours « Le goût des livres », mais là, pour le moins, c'est un goût excessif, hein, me semble-t-il, des livres. Passons. L'expérience de la lecture, on le voit à travers cet exemple de Don Quichotte, de la représentation de Gustave Doré,
l'expérience de la lecture est celle d'une réalité enrichie, une réalité augmentée, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est une vraie différence, j'y insiste, avec le plaisir pris sur les écrans. Tout dans le cinéma, je l'ai dit, est fait pour vous abstraire de l'environnement. Et c'est la même chose pour la télévision ou pour le jeu vidéo avec les casques, par exemple, de réalité virtuelle. On vous coupe du monde, on crée une réalité virtuelle. Et du reste, on se souvient d'un film, bien sûr, mais on se souvient moins du moment même du visionnage du film, en tant que visionnage. Le film s'impose à vous, sans qu'il y ait l'idée du moment. Alors bien sûr, je laisse de côté les à-côtés du visionnage de cinéma, sur lesquels le cinéma américain s'est beaucoup appesanti. Vous avez les scènes de flirt dans les salles obscures, qui sont devenues des lieux communs du récit d'adolescence de la seconde moitié du XXe siècle. Il se passe parfois des choses dans les salles obscures. Mais habituellement, de manière normale, l'ordre habituel de l'écran de cinéma en particulier, mais d'autres écrans aussi, consiste à vous couper le plus possible du monde, à vous couper tous les autres sens pour que vous ne soyez que dans la vision et l'audition de l'œuvre d'art, le film en particulier, en l'occurrence, que vous avez devant vous. Donc, le cinéma, les écrans, de façon générale, veulent substituer une réalité à une autre. Ils abolissent le monde présent, ils l'abolissent, et ils en créent un autre. La lecture, c'est autre chose. Elle crée un nouveau niveau de réalité qui n'abolit pas la réalité présente. Elle accroît votre perception en créant un sens interne de la création d'un monde. Et c'est son point commun avec un autre art, que je n'ai pas encore cité jusqu'ici, qui serait la musique. Et c'est la raison sans doute pour laquelle musique et littérature se sont longtemps considérées comme concurrentes, en particulier à la fin du XIXe siècle, avec le symbolisme. Parce que musique et littérature occupent à bien des égards le même terrain. Je connaissais la définition du symbolisme par Paul Valéry, reprenant ici une citation bien célèbre de Mallarmé. Ce qui fut baptisé le symbolisme se résume très simplement dans l'intention commune à plusieurs familles de poètes, d'ailleurs ennemies entre elles, de reprendre à la musique leurs biens. Reprendre à la musique leurs biens. Et reprendre à la musique leurs biens, en fait, c'est une paraphrase de Mallarmé dans Crise de vers. Alors, je ne veux pas ici rentrer dans une définition ni du symbolisme ni du symbole, mais une manière ici qui m'intéresse ici pour notre sujet, c'est cette concurrence avec la musique par l'intermédiaire même du symbole. Parce que le symbole, c'est ce symbolon, c'est cet objet qui est cassé en deux et qui est un jeton, un point de passage vers l'autre monde. C'est le token, comme on dit en anglais, vers l'autre monde. C'est le monde de l'imagination. Le symbole, l'une des définitions possibles, en tout cas, c'est l'espoir de récupérer une puissance neuve pour la littérature, qui la mettrait en capacité de lutter à armes égales avec la musique dans cette compétition qu'il y a entre elles. Car littérature et musique sont en compétition pour l'élaboration d'univers psychiques. Et c'est cela qui nous intéresse pour cette question de la lecture. Comme la musique, la lecture vient décupler l'expérience de l'instant, et c'est pourquoi la musique, comme la littérature, la lecture, peut provoquer un sentiment de complétude sans équivalent. On n'est pas amputé de ses autres perceptions, on n'est pas déplacé dans un autre monde, mais on est doté de pouvoirs nouveaux de perception. Alors, on pourrait tenter ce qu'on pourrait appeler de manière un peu pédante, une énergétique de la lecture. La lecture, on vient de le voir, procure des pouvoirs nouveaux, elle procure un accroissement du vécu, mais il y a un coût d'entrée considérable. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un effort, il y a un travail à faire lorsqu'on lit un livre, un effort dépensé en particulier à entrer dans
à entrer dans le livre, à entrer dans cet autre monde. Un effort beaucoup plus actif que pour les écrans, que pour les images, où l'on n'a qu'à s'asseoir et à se laisser faire. Je simplifie bien sûr, il y a des films, il y a des œuvres vidéo qui demandent beaucoup de réflexion, mais néanmoins, de manière générale, on s'abandonne plutôt à l'image. Le livre demande un effort initial beaucoup plus important pour y entrer. D'où une concurrence faussée avec les écrans qui imposent si aisément leur pouvoir contre le livre, précisément parce que la porte d'entrée, le coup d'entrée, le seuil à franchir est relativement élevé, et ce qui explique certaines des statistiques que nous avons vues tout à l'heure. Alors cet effort initial pour entrer dans le livre, pour entrer dans la lecture, peut être soulagé par le désir justement du retour au paradis perdu. Si l'on devine ce que l'on obtiendra, si l'on devine que l'on pourra obtenir un certain plaisir par la lecture, à ce moment-là, on sera davantage prêt à faire l'effort. D'où l'importance de ces fameux souvenirs heureux de lecture. C'est un bonheur qui nous meut vers d'autres bonheurs. Et c'est pourquoi la question de la lecture dans l'enfance et dans la jeunesse est si importante lorsqu'on veut comprendre le mécanisme de la lecture lorsqu'on est adulte. Alors, s'agissant de ces souvenirs d'enfance, de lecture d'enfance, chacun pourra évoquer ses propres souvenirs. J'ai parlé de moi, mais ce serait plus intéressant de prendre des exemples plus illustres. Les lectures d'enfance, les lectures de jeunesse forment un passage obligé des autobiographies d'écrivains. Et ce n'est pas un hasard, parce que précisément, la vocation de l'écrivain et du lecteur en général, elle se détermine souvent à ce moment-là. La lecture est présentée alors, rétrospectivement, comme un moment de conversion de l'enfance. Et c'est l'image que l'on retient généralement de ces passages autobiographiques, donc d'écrivains, ces évocations des moments heureux de l'enfance liés à la lecture. Alors, l'un des exemples les plus canoniques, parmi les plus anciens que l'on ait, nous vient de Montaigne, évidemment. C'est ce passage assez célèbre que l'on a dans le chapitre 25 du premier livre des Essais de l'institution des enfants. Le premier goût que j'eus au livre, il me vint du plaisir des fables de la métamorphose d'Ovide, donc que nous appelons les métamorphoses. Car, environ l'âge de 7 ou 8 ans, je me dérobais de tout autre plaisir pour les lire. Donc c'est vraiment ici la question du plaisir qui prend la place de tous les autres plaisirs. Il n'y a pas d'écran à l'époque, je vous le signale. D'autant que cette langue, celle des métamorphoses d'Ovide, était la mienne maternelle, et que c'était le plus aisé livre que je connusse, et le plus accommodé à la faiblesse de mon âge, à cause de la matière. Pourquoi sa langue maternelle? Parce que, vous le savez, le père de Montaigne avait appris à Montaigne à parler par un précepteur uniquement en latin. Donc la première langue que Montaigne a appris, enfant, c'est le latin. Le français, il l'a appris plus tard. Et c'est pourquoi les Métamorphoses d'Ovide sont un livre qu'il peut lire très facilement à l'âge de 7 ou 8 ans. Et donc, c'est un livre, ceci c'est intéressant, un livre accommodé à la faiblesse de l'âge, un livre de contes. Voilà, c'est comme ça que Montaigne le présente. Donc c'est le livre qu'il a lu en priorité. Car, continue Montaigne, des Lancelot du Lac, des Amadis de Gaulle, des Huons de Bordeaux, autre chanson de geste, et tel fatras de livres à quoi l'enfance s'amuse, je n'en connaissais pas seulement le nom, ni ne fais encore le corps, tant exact était ma discipline, c'est-à-dire l'enseignement que je recevais. Donc toutes ces chansons de gestes, ces romans de chevalerie en fait, qui étaient les livres lus en priorité par les enfants, ceux qui savaient lire, et
de classe aristocratique essentiellement, à l'époque de Montaigne. Les enfants donc capables de lire, cela, Montaigne ne les connaissait, n'en connaissait ni le titre, le nom, ni même, encore même, il n'a jamais lu ces romans de chevalerie. Il n'en connaît pas le corps, hein, dit-il. Je m'en rendais plus nonchalant à l'étude de mes autres leçons prescrites. Donc la lecture des Métamorphoses prend tout le temps disponible de Montaigne. Et là, il me vint singulièrement à propos d'avoir affaire à un homme d'entendement de précepteur, c'est-à-dire ce qui veut dire un précepteur qui était un homme d'entendement, qui sut dextrement conniver, c'est-à-dire se rattacher à cette mienne d'ébauche et autres pareils, s'en rendre complice. Donc le précepteur intelligent sait se rendre complice de ce goût de Montaigne pour la lecture des fables des Métamorphoses d'Ovide, et donc il lui donne d'autres poésies latines à lire, car par là, j'enfilai tout d'un train Virgile en l'Énéide, et puis Terence, et puis Plaute, et des comédies italiennes, leurré toujours, trompé, illusionné attiré plutôt par la douceur du sujet. S'il eût été si folle de rompre ce train, j'estime que je n'eusse rapporté du collège que la haine des livres, comme fait quasi toute notre noblesse. Eh bien, voilà ce que nous dit Montaigne. Le choix est celui-ci, c'est le plaisir des fables ou bien la haine des livres. Tout l'enjeu des lectures enfantines est déjà dévoilé par Montaigne. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant prenne du plaisir à lire des livres agréables, autrement, il n'en tirera que la haine des livres. Et ça, c'est vraiment un enjeu dont Montaigne se montre étonnamment conscient au XVIe siècle, et un enjeu qui reste, me semble-t-il, tout aussi valable aujourd'hui. Faire en sorte que les enfants ne retirent pas du collège, du lycée, la haine des livres, alors même qu'ils ont eu du plaisir à lire quand ils étaient plus jeunes. Et alors, on voit ici comment les lectures d'enfants sont présentées comme des lectures un peu faibles, pas nécessairement très, très avouables, mais ici avouables parce qu'en latin. Donc Montaigne n'oserait pas dire qu'il a lu Hugon de Bordeaux ou Lancelot du Lac. En revanche, il est assez fier, il faut bien le dire, d'avoir lu à 7-8 ans les Métamorphoses d'Ovide. Ce n'est pas donné à tout le monde, même au XVIe siècle. Mais il déconsidère totalement les autres livres que lisaient les autres enfants, et même les Métamorphoses d'Ovide, qu'il n'aime pas nécessairement adulte. C'est un livre qu'il déconsidère, et il est content qu'on les conduit vers des lectures qui sont des lectures plus sérieuses et de meilleure qualité, comme Virgile, Terence et Plaute. Et donc il y a, je termine là-dessus, il y a ici une analogie que fait Montaigne entre les livres qui amusent l'enfance, accommodés à la faiblesse de l'âge, un fatras de livres, à quoi l'enfant s'amuse, et puis ceux qui amusent l'enfance de l'humanité. Ce sont les livres anciens qui amusent les enfants. Donc l'enfance de l'humanité s'amuse à des livres, à ces fables, et qui amusent aussi les enfants. Donc il y a un rapport ici entre la philogénèse et l'ontogénèse, pour parler là encore de manière pédante. Ce sont les livres anciens, démodés, les Hugon de Bordeaux, les Lancelot du Lac, ceux que les adultes ne lisent plus ou n'osent pas lire publiquement. Ce sont ces livres-là qui plaisent aux enfants avant que le goût adulte ne se forme. Peu de prix est accordé aux livres lus par les enfants. On voit cela déjà chez Montaigne, c'est bon pour des enfants, mais c'est à ce prix-là, en quelque sorte, en leur donnant des livres qui n'amusent plus les adultes, que des enfants ici, prennent plaisir à lire et à y apporter, à y trouver l'amour des livres, et non pas la haine des livres. Là est tout l'enjeu. Eh bien, cette question de la lecture d'enfance et de l'importance qu'elle joue dans la constitution de l'être du lecteur, l'être de l'écrivain, c'est une question qui, je crois, est assez fondamentale et sur laquelle peut-être nous reviendrons à travers les fables et les contes. Merci.